Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu des modifications sur le code de la route que propose notre gouvernement, qui voudrait mettre en place quand même assez rapidement. Allez, regardons ça. J'ai pris mon article dans le Figaro pour changer un peu. Donc, notre gouvernement dit homicide routier, alcool, drogue, vitesse, ce qu'il faut retenir des annonces de bornes sur la sécurité routière. Contre l'usage des stupéfiants et d'alcool au volant, la Première ministre a détaillé le prochain renforcement des sanctions. Pour les petits excès de vitesse, en revanche, la législation est allégée. Avec 38 nouvelles mesures sur la sécurité routière qui tantôt allègent la répression, tantôt l'aggravent, la Première ministre Elisabeth Borne, qui en a fait l'annonce ce lundi 17 juillet, a tenté un jeu d'équilibre qui devrait faire consensus. Le tour de vis qui a été décidé, et qui est le fruit de divers arbitrages entre ministères, porte sur des comportements particulièrement dangereux liés à l'alcool, mais aussi aux stupéfiants. Si le fléau de la drogue est pris en compte depuis déjà plusieurs années, il se hisse désormais au même niveau de préoccupation que l'alcool, et on va en parler. Les drames, comme celui impliquant l'humoriste Pierre Palmade, en février dernier, ont en effet alerté sur l'ampleur du danger provoqué par des usagers qui, sous l'emprise de produits illicites, prennent le volant en y associant parfois aussi l'alcool. Ce sont ces conduites les plus à risque que le gouvernement compte d'ailleurs plus durement sanctionner. Ce terrible cocktail, qui est à l'origine de 195 accidents mortels en 2021, entraînera désormais la perte de 8 points au lieu de 6, en plus des autres peines principales infligées comme l'emprisonnement et des amendes. Également, le véhicule sera systématiquement immobilisé et confisqué. Immobiliser le véhicule, c'est pas un problème. Le confisquer, ça va être beaucoup plus délicat, parce qu'il va falloir qu'il y ait disponibles les transporteurs. Et je ne suis pas convaincu que ce soit systématiquement le cas, justement, que les transporteurs soient dispo. Parce qu'il faut pouvoir porter le véhicule dans des bonnes conditions, surtout pour un 2 roues. Donc, à voir comment ça va être organisé, cette histoire. Toute conduite sous emprise de stupéfiants ou d'alcool entraînera désormais la suspension obligatoire du permis de conduire par le préfet, une mesure qui était jusqu'alors facultative. Le représentant de l'État pourra jouer sur la durée. Alors, 2-3 petites choses là-dessus. Ce que je remarque, c'est que notre gouvernement a encore une vision des stupéfiants qui date des années 80 à peu près. Tous les stupéfiants pour eux sont la même chose. Or, c'est pas le cas. Dans les stupéfiants, ce sont globalement des psychotropes qui ont un effet actif sur notre cerveau, sauf que chaque psychotrope a un effet différent. La cocaïne n'a pas du tout le même effet que l'alcool, que le cannabis, que l'héroïne, que le crack, voire même que les anxiolytiques. Oui, parce que les anxiolytiques, ce sont aussi des psychotropes. Et donc, moi je veux bien qu'ils contrôlent toutes les drogues et tous les psychotropes qu'on peut avoir au volant dans le sang, mais ça serait bien aussi de contrôler les médicaments. Parce qu'il y a énormément de gens en France, je vous rappelle qu'on est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs de la planète, et, alors je dis pas je dis un des. On consomme énormément d'antidépresseurs et d'anxiolytiques dans notre pays, et beaucoup ne sont pas adaptés à la conduite. Or, ils ne sont pas testés. Parce qu'un anxiolytique de niveau 2 ou 3, surtout les plus forts, on est à peu près au même niveau qu'un mec bourré au volant, par rapport à la capacité de conduire. Donc ce serait bien qu'on intègre ces médicaments aussi dans les contrôles. Maintenant, autant l'alcool, on est tous d'accord sur le principe, parce qu'on a globalement, la majorité des gens savent ce que c'est d'être bourré, et que donc, on sait très bien que c'est une immense connerie de prendre le volant en étant bourré. Avec les psychotropes, c'est plus discutable. Alors attention, premier disclaimer, je ne vous incite pas à prendre le volant en ayant pris un psychotrope. Jamais. Faut pas le faire. Simplement, les conséquences de certains psychotropes ne sont pas aussi graves forcément qu'on peut le penser. Et le problème, c'est que cette loi cible tout. Le deuxième problème que je vois, c'est par rapport aux tests de dépistage, qui sont excessivement sensibles, et je pense particulièrement au cannabis, qui est un des psychotropes les plus consommés dans notre pays. Et le cannabis, on a des traces qui peuvent être détectées par certains tests jusqu'à plusieurs jours dans le sang. Or, de la même façon qu'avec l'alcool, quand quelqu'un prend du cannabis, au bout de plusieurs heures, il est clair. C'est-à-dire que notre corps le métabolise, et que, comme l'alcool, au bout d'un moment, on descend en dessous d'un certain seuil de concentration dans le sang, et on n'a plus les effets. Donc pour l'alcool, il y a un seuil. Je sais qu'ils ont mis un seuil aussi pour le cannabis lors de la prise de sang,
mais il est extrêmement bas. Il est tellement bas que le problème, c'est que si vous consommez du CBD où il n'y a pas de THC dedans, donc il n'y a pas de psychotrope, vous pouvez être positif au test. Ce qui fait que la jurisprudence nous a amené que quand il y a un test, un dépistage salivaire et qu'on est positif au cannabis, par exemple parce qu'on a consommé il y a 2 jours, donc on n'est plus sous l'emprise du stupéfiant, et bien dans ce cas-là, il faut faire une prise de sang. Vous pouvez la demander, vous devez l'exiger en fait, de façon à connaître votre taux exact. Et le code de la route précise bien qu'on ne doit pas conduire sous l'emprise d'un stupéfiant ou d'un psychotrope. Or, si on n'en a que des traces, on n'est pas sous l'emprise. Donc du coup, la condamnation est caduque. Et il y a pas mal de jurisprudences qui ont été faites là-dessus, donc il serait quand même assez intelligent, avant de renforcer les peines de sanctions qu'on peut avoir sur la route, déjà de cibler les bonnes personnes. Je pense que ça serait le premier point. Le problème, c'est que nous avons vu ce que la position, notamment de Darmanin sur le cannabis, et que nos gouvernants ne sont pas prêts de changer d'avis là-dessus. Sachant qu'encore une fois, il y a énormément d'idées préconçues là-dessus, et que la majorité des gens qui sont totalement contre le cannabis, entre autres enfants, la légalisation du cannabis, n'en ont jamais pris. Ils savent pas ce que c'est en réalité. Ils voient ça de l'extérieur. Je vais vous lire un autre article après, justement, qui permet de nuancer un petit peu le propos. Alors, allègement pour les petits excès de vitesse. Faisant le choix de s'en prendre aux comportements les plus extrêmes, ce comité interministériel à la sécurité routière a également décidé de s'attaquer aux grands excès de vitesse de plus de 50 km/h. Ces derniers sont plus durement sanctionnés et deviennent automatiquement un délit puni par 2 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et un retrait de 6 points. Alors là aussi, sur les excès de vitesse, moi je veux bien qu'il ne faut pas faire des excès de vitesse sur la route, du moins pas avoir de vitesse excessive. Maintenant, il y a quand même une grosse différence entre un mec qui roule à 80 en ville ou aux abords des écoles avec une foule dense autour du véhicule. Et je veux dire, certains endroits, même si vous roulez à 50 à la limitation de vitesse, ça peut être dangereux. C'est le principe de la vitesse excessive. Après, si vous êtes entre les champs avec des lignes droites comme on a dans le coin qui font 10 km à perte de vue, où vous avez une vision à 360 degrés, vraiment, parce qu'il n'y a pas d'arbres sur les bords de route, il y a très très peu de bâtiments, donc on a une vue vraiment dégagée. Il n'y a quasiment aucune chance de se faire surprendre par quoi que ce soit sur ces routes-là. Si vous avez un gars qui a 130 ou 140 tout seul sur la route, au lieu de 80, je suis pas sûr que ce soit que ce soit un criminel, quoi. Dans la mesure où il y a personne autour de lui et qui met personne en danger, c'est toujours le 2 poids 2 mesures. Qu'il y ait des limitations, par exemple, ça serait bien qu'on ait des limitations de vitesse variables en fonction de l'heure. Il y a des moments où il faut des limitations vraiment draconiennes parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route. À 2h du matin, quand il n'y a personne, peut-être qu'on pourrait rouler un peu plus vite, quoi. On est dans une époque où on a peur de tout. On a peur de tous les risques. Donc il faut surtout pas prendre de risques. À l'inverse, comme pour réconcilier les Français avec la politique de sécurité routière, souvent mal acceptée car considérée comme injuste, ce qu'elle est, en fait, cette feuille de route intègre déjà une mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, Darmanin, les petits excès de vitesse de moins de 5 km/h qui resteront punis d'une amende de 135 € ne provoqueront plus la perte d'un point. Alors moi, très honnêtement, à ma position, je préférerais qu'ils gardent le point et qu'on enlève l'amende. Parce que franchement, moi je perds globalement, depuis que j'ai mon permis, je ne suis jamais descendu en dessous de 10 points. Jamais. Et donc je perds un point de temps en temps pour une poignée de quelques kilomètres/heure, souvent dans des zones à 50. L'avant-dernière amende que j'ai eue, j'ai été flashé donc avec les réductions à 131 km/h sur l'autoroute avec ma moto. 131 km/h retenu. Donc franchement, moi, qui m'enlève un point, je m'en fous. 135 € par contre, ça m'emmerde. Je vous le dis très clairement. Bon, après, il y a beaucoup de gens à qui ça, effectivement, ça serait bien qu'ils aient pas de points, parce que la majorité des gens qui perdent leur permis le perdent progressivement avec beaucoup de tout petits délits, en fait. 5 km/h, moi, je le sanctionnerais même pas, en fait. Voilà. Délit de dénonciation frauduleuse. Ah, mais attention, le CISR, je sais pas ce que c'est, compte mettre fin aux arrangements en famille. Ces petits malins qui dénoncent la grand-mère pour ne pas perdre de points, c'est fini. Oh, Dupond-Moretti, il a tapé du poing sur la table. C'est fini. Maintenant, fini la récréation. Création d'un délit de dénonciation frauduleuse. Ça serait bien la première fois qu'en France, la dénonciation est considérée comme un délit. À ce nouvel édifice de règles s'ajoute déjà celle largement commentée depuis ce dimanche qui porte sur l'homicide involontaire rebaptisé homicide routier. Il s'agit d'une réforme purement sémantique car les peines encourues restent inchangées. Donc pourquoi la faire ? Sérieux ?
5 ans de prison pour un homicide routier simple, 10 ans pour le même délit commis avec des circonstances aggravantes telles que l'usage de la drogue, de l'alcool ou encore des excès de vitesse. Attendu par le nombre d'associations, cette appellation qui efface le terme de involontaire, qui heurtait les victimes, satisfait ainsi Julien Thibault qui préside Victimes et Citoyens. Ça a heurté leur cocoro. Comme d'autres, ce dernier estime que l'arsenal répressif actuel est suffisant. Ah bah oui. A l'inverse, les magistrats doivent infliger des peines plus lourdes. Un homicide involontaire a déjà été sanctionné d'une amende de 400 €, regrette-t-il. Pour lui, ce nouveau vocable doit être l'occasion d'un débat pour rendre les peines plus dissuasives et plus efficaces. Elles doivent aussi s'accompagner d'un suivi psychologique et médical pour faire cesser les addictions. Alors sur le suivi psychologique et médical, pourquoi pas? Maintenant, il faut être clair sur une chose. Quand on regarde les statistiques de la sécurité routière, ce ne sont pas les lois qui ont permis d'éviter des morts ou des accidents sur la route. Ce sont les équipementiers, les fabricants de voitures qui ont augmenté la sécurité, alors de manière contrainte par moment, mais qui ont augmenté la sécurité et qui ont augmenté la fiabilité des véhicules. Il suffit de regarder encore une fois sur les véritables statistiques à quel moment on a des changements de loi et à quel moment on a des changements de technologie. Et les technologies qui ont changé, qui ont permis en fait d'avoir beaucoup moins de morts sur la route depuis une cinquantaine d'années à peu près, c'est d'abord la ceinture de sécurité obligatoire dans les voitures, c'est ensuite les renforts de structure des véhicules, c'est les airbags globalement, et c'est les structures déformables qui absorbent les énergies en cas d'impact dans les véhicules. En fait, ensuite, on a des assistances au freinage, on a les assistances à la tenue de route, etc. C'est tous ces équipements-là des véhicules qui ont permis de réduire, pendant toutes ces années, le nombre de morts et d'accidents sur la route. Maintenant, quand on regarde en comparaison les moments où les lois ont été votées, on s'aperçoit que les lois elles-mêmes n'ont pas d'impact sur la baisse des accidents. Et je vais même aller plus loin. On sait très bien que la menace des sanctions n'est pas forcément efficace. On le voit avec la peine de mort, par exemple, ça n'empêche pas qu'il y ait des homicides. Et la peine de mort ne change rien au niveau des statistiques, justement. Alors, ça soulage les gens, ça leur permet de se dire, oui, c'est normal, il est sanctionné, etc. C'est un meurtrier, c'est un violeur d'enfants, ce que vous voulez, il faut qu'on le bute. En attendant, ça ne dissuade pas les crimes. Ça ne fait pas baisser les choses. C'est pour ça aussi qu'on l'a supprimé en France, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et que le problème de la peine de mort, c'est que quand on tue un innocent, on ne peut pas le réhabiliter derrière, puisqu'il est mort. Donc, ces lois répressives, elles vont peut-être calmer 2-3 peureux, mais elles ne calmeront pas les jeunes, ou elles ne calmeront pas quelqu'un qui a bu avant, parce que de toute façon, il est bourré et qui se prend pour Superman. Voilà pourquoi je pense que ces lois uniquement qui sont sur de la sanction ne sont pas efficaces. Et elles vont encore une fois contribuer à créer de la rancœur et à créer des délits. Voilà. Je reviens sur l'article parce que j'ai pas fini. En parallèle de ces mesures qui entreront progressivement en vigueur, d'autres ont été annoncées. Parmi elles, la possibilité de suspendre le permis en cas de suspicion d'inaptitude à la conduite avant un passage devant une commission médicale agréée. C'est pas une si mauvaise idée, ça. Cette décision renvoie notamment à la récente affaire survenue à Saint-Malo où un conducteur de 81 ans a, en 3 mois, d'avril à juillet dernier, tué 2 piétons sur un même boulevard. On peut en effet se demander s'il avait toutes ses capacités de prendre le volant, mais ces interrogations ne ciblent pas que le grand âge et peuvent concerner des usagers bien plus jeunes. Oui, je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut des visites médicales régulières. Peut-être pas tous les ans, peut-être tous les ans à partir de 80 ans, j'en sais rien, ça c'est à décider, mais il faut des contrôles sur la route. Écoutez, en vivant en Auvergne, la moyenne d'âge est très élevée dans le coin où je vis. Et il y a quelques jeunes fanjos sur la route comme on trouve partout. Il y a quelques cadras aussi qui se prennent pour des pilotes de rallye. Mais globalement, ça roule quand même correctement. Sauf les vieux. La majorité des vieux. Ils roulent, ils sont pas sûrs d'eux, en fait. Ils ont peur. Ce qui fait qu'ils peuvent nous surprendre régulièrement pour un freinage à un moment donné, parce qu'ils ont vu un virage qu'ils ont mal anticipé ou qu'ils ont vu au dernier moment. Il y a une ombre qui a bougé, bam, ils pilent. Ils sont au milieu de la route. C'est-à-dire que si on n'a pas la médiane, ils sont systématiquement au milieu des routes. Et croyez-moi que dans les routes forestières, il y a énormément de virages aveugles, et ils sont à peu près autant dangereux que des grumiers. Un grumier, c'est un énorme camion qui transporte les troncs. C'est des machins qui font, je l'en ai déjà parlé, ça fait des dizaines de tonnes ce truc de... Mais c'est surtout très large, donc ça prend toute la route. C'est pour ça que quand on est sur des routes forestières, il faut vraiment rouler doucement
Parce que de toute façon, si on a besoin de faire un freinage d'urgence, si on est à 60 par exemple, il y a des endroits où on ne s'arrêtera pas. Donc on est obligé de descendre vraiment notre vitesse. Et le problème de toutes ces personnes âgées, que j'en vois beaucoup, ils sont liquides au volant. Je les vois descendre, ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à bouger. Alors, ça m'arrivera peut-être. Mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour eux et ils sont dangereux pour les autres. Et encore une fois, je compte pas le nombre d'évitements que j'ai fait en moto parce qu'il y avait quelqu'un sur ma voie. Et heureusement que je me déplace en moto dans le coin. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée ça, pour le coup. Y a des gens effectivement qui psychologiquement, au niveau moteur aussi, ne sont peut-être pas capables de prendre le volant. Il faut contrôler tout ça. À l'inverse, si on empêche ces gens de conduire, il faut regarder les situations et trouver des solutions pour eux. Parce que les personnes âgées qu'il y a dans le coin, ce sont souvent des personnes âgées qui, en plus d'être seules, sont isolées. Vu qu'on est environ 20 habitants au kilomètre carré dans la région où j'habite, même moins sur ma commune. Donc, on a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées et qui ont besoin que si elles ne peuvent plus conduire, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, un système qui leur permette au moins ne serait-ce que d'avoir à manger, quoi. Donc, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais je trouve que l'idée du contrôle sur la capacité d'être en capacité de prendre le volant, je trouve que c'est une bonne idée. Côté éducation, et pour tenir compte d'un permis que l'on peut obtenir dès 17 ans, l'enseignement de la sécurité routière va être renforcé à l'école, y compris pour l'usage du vélo. De plus en plus utilisé dans nos villes notamment. Dans les zones urbaines justement, en vue de protéger les plus vulnérables, 30 km/h sera obligatoire dans les rues sans trottoir. Des mesures de simplification ont ici été annoncées. Alors ça, c'est une super idée pour le coup. À compter du 1er avril 2024, ce sera la fin de la vignette d'assurance. Les contrôles ne se feront plus à partir de ce document vert, mais directement depuis un fichier alimenté par les assureurs. De toute façon, la police, lors d'un contrôle routier, contrôle systématiquement carte grise, permis de conduire et assurance. Autant regrouper les trois papiers ensemble. Et de toute manière, pour ceux qui sont paranoïaques sur les bases de données et sur des informations personnelles, de toute façon, la police a accès à ces informations déjà. Donc, autant éviter et simplifier la procédure. En tout cas, à mon avis. En 2020, les membres de l'Union européenne ont pris l'engagement de réduire le nombre de tués sur leur route à l'horizon 2030. Pour beaucoup, cette nouvelle batterie de mesures reste bien trop timide pour y parvenir. En France, 3244 personnes ont perdu la vie en 2019, l'année de référence. Dans 7 ans, il faudrait donc ramener le nombre de tués à 1622. 3240 morts en 2019, oui, ça peut paraître beaucoup, et une mort est toujours un drame. Mais enfin, quand on regarde les millions de voitures qui circulent chaque jour dans notre pays, quand on regarde la masse d'accidents, 3244 morts, c'est pas beaucoup quand même. Descendre à 1620, c'est un vœu pieux, c'est de l'invocation là. Moi je pense que ça va être très compliqué de faire réduire les morts maintenant, tellement ils sont peu nombreux. Je suis désolé, 3000 morts sur des millions de voitures qui circulent chaque jour, c'est pas grand-chose. Alors je suis très triste pour les familles à qui ça arrive, ça m'est arrivé aussi, j'ai des proches qui se sont tués en voiture, enfin sur la route, c'est toujours un drame, mais on ne pourra pas, ça il faut bien que les gens se le rendent dans la tête, la fatalité, on ne pourra pas la supprimer. On ne pourra pas supprimer toujours un pourcentage incompressible de gens qui auront un comportement qui est inacceptable sur la route. Alors on va les sanctionner, bien évidemment qu'il faut le faire, mais ce genre d'injonction politique en disant « Oui, nous allons arriver, de toute façon, à l'horizon 2050, il n'y aura plus jamais un seul mort sur la route. » À ce moment-là, il faut supprimer les humains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un humain qui prenne le volant, il faut que ce soit une machine. C'est-à-dire qu'avec des voitures autonomes, là, l'ordinateur de bord, lui, il ne prendra pas de risque. Et statistiquement parlant, une fois qu'une machine est au point et qu'elle fonctionne bien, elle est beaucoup moins faillible qu'un humain. Donc, à un moment donné, si on veut plus de morts sur la route, soit il faut plus se déplacer dans des véhicules qui dépassent la vitesse de la course d'un humain, puisque notre corps n'est pas fait pour encaisser des chocs avec autant d'énergie, et j'en sais quelque chose en tant que motard. Ou alors, on a des véhicules qui ne sont plus pilotés par des humains, c'est-à-dire qu'au moins un ordinateur, il n'a pas de problème de manque de sommeil, il n'est pas en instance de divorce, il n'a pas travaillé 25 heures d'affilée, il n'est pas surstressé, il n'est pas dépressif, il n'est pas bourré, il n'est pas défoncé, etc. Donc je pense que ça va devenir de plus en plus problématique si on continue à rentrer sur du tout répressif.
Et surtout, tant on continuera à refuser la fatalité et qu'on se considérera comme, puisque nous sommes une civilisation avancée et que donc nous essayons d'approcher de l'immortalité, tant qu'on sera sur cette logique-là, qu'il n'y a pas de vieux, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de risque, qu'il ne faut surtout pas prendre de risques, etc., on s'en sortira pas. Ça, c'est ma vision de la chose. Hein. Vivre, c'est prendre des risques. Si on prend jamais de risques, pour moi, on profite pas de sa vie. Mais bon, c'est ma position. Hein. Je voudrais vous partager un autre article. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très très long, je vous mettrai le lien. Il s'agit d'un site qui a tendance à faire la promotion du cannabis, notamment médical. Et j'ai trouvé cet article très intéressant parce que c'est une petite synthèse. Je l'ai un petit peu vérifié les sources, ça m'a l'air assez sérieux. Je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais ces études, la synthèse des méta-analyses qui proposent dans cet article-là, conforte certaines choses qu'intuitivement je ressentais, avec un peu de recul quand même. Donc, il parle du surrisque dû au cannabis. Donc je précise que c'est juste sur ce psychotrope-là. Je précise aussi que moi je suis un favorable à la légalisation du cannabis et non pas à sa dépénalisation. Je pense qu'il faut le légaliser, c'est-à-dire l'encadrer par la loi, et surtout pas le dépénaliser, c'est-à-dire ne pas regarder ce qui s'y passe. Hein. Il faut l'encadrer, l'interdire aux mineurs par exemple, ça il n'y a pas de discussion. Il faut donc que ce soit encadré par la loi, parce que ce psychotrope-là ne pose pas vraiment de problème de santé publique. Il y a ça et là des gens qui réagissent mal à la molécule, il y a ça et là des gens qui sont dans une période de vie où on peut considérer qu'ils sont addicts, mais en réalité, avec le cannabis, les addictions physiques sont extrêmement rares. Et surtout, il faut arrêter de confondre le cannabis et l'alcool. Les effets sont totalement différents. Le problème, et c'est ce qui est dit dans cet article-là, c'est quand il y a les deux. Donc, on parle du surrisque. Le principe, c'est en gros de regarder combien on a d'accidents sur une moyenne normale, hein, quelqu'un qui est clair dans sa tête, qui est sain, qui sait conduire, qui n'est pas défoncé. Et on regarde ensuite la population des accidents de ceux qui étaient sous l'emprise d'un psychotrope, de l'alcool, ou etc. Et on voit le pourcentage de chances d'avoir des accidents supplémentaires. C'est ce qu'ils appellent en gros le surrisque. Je pense avoir compris comme ça. Pour le cannabis, le surrisque est de 1,92. Pour l'alcool, il est de 8,5. À titre de repère, le surrisque d'accident mortel lié à la prise de benzodiazépine, toute concentration confondue, est de 2, et celui de l'usage du téléphone portable en conduisant est de 3. Donc si je résume, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident en téléphonant au volant qu'en ayant pris du cannabis. L'alcool demeure de loin la substance la plus souvent présente dans les accidents de la route et l'association observée entre la consommation d'alcool et le risque d'accident est nettement plus robuste que celle observée pour le cannabis. Si les effets de l'alcool sont reconnus comme des facteurs déclencheurs d'accidents, ce n'est pas le cas pour le cannabis, qui serait un facteur aggravant ou au contraire protecteur selon les concentrations mesurées et dans tous les cas ayant un très faible impact en termes d'accidentologie. Le cannabis est concrètement associé à 10 fois moins d'accidents mortels que l'alcool. Et ça fait longtemps qu'on le sait dans les stats. Hein. C'est juste que la plupart de nos officiels n'en parlent jamais. À nombre équivalent de conducteurs circulant après avoir consommé du cannabis, 2,9%, qui sont supérieurs à 0,1 nanogrammes par millilitre. Et sous l'emprise de l'alcool, 2,7% qui sont supérieurs à 0,5 grammes par litre. En d'autres termes, l'alcool est retrouvé en France dans 25% des accidents mortels, alors que le cannabis est retrouvé dans 2,5% des accidents mortels. En 2014, le cannabis seul serait ainsi associé à 84 décès à 30 jours, dont 21 accidents non responsables sur 3384 morts. 84 décès sur 3384. Donc, je vais sauter un peu plus loin dans l'article, parce que il y a une absence de lien avéré entre le cannabis et l'accidentologie. Et je vais expliquer pourquoi, en fait, plus tard. Donc, il y a un risque qui est aussi, le facteur de risque est controversé, parce que il n'existe qu'un potentiel surrisque à faible collision mortelle sous l'emprise du THC et seulement au-delà de 5 nanogrammes par millilitre, sachant que ces données sont rapportées essentiellement par des études de collision mortelle transversale qui mettent également en évidence un effet dose.
A l'inverse, dans les études de collision non mortelles, ou en dessous de 5 nanogrammes par millilitre, la plupart des études de cas témoins mettent en évidence l'absence d'augmentation, voire une diminution du risque de collision. Par ailleurs, l'Agence fédérale américaine National Highway Traffic Safety Administration relaie 2 études récentes et robustes menées aux USA. Les résultats, reposant sur un grand nombre de données et ajustés selon les variables socio-économiques et l'usage de l'alcool, montrent que la conduite sous influence du cannabis n'est pas un facteur de risque accidentogène, avec un surrisque non significatif. Un comportement plus prudent des conducteurs sous l'emprise du cannabis. Je ne vais pas vous le lire, mais ça je peux vous en parler. Pour avoir consommé justement du cannabis dans ma jeunesse, en fait, il y a un symptôme. C'est un effet secondaire du cannabis que tous les consommateurs de cannabis connaissent. C'est moi ce que j'appelle la paranoïa cannabique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a peur de tout. Et particulièrement quand vous prenez le volant, en fait, la moindre accélération vous fait flipper. Ce qui fait que quand on conduit sous l'emprise du cannabis, on va baisser sa vitesse drastiquement. Il faut prendre aussi en compte le fait que le cannabis touche principalement les fonctions motrices du corps. Donc, on va avoir du mal à parler, on va avoir du mal à avoir des réflexes, on va agir lentement, etc. On va être moins précis, moins agile, etc., etc. Par contre, l'esprit fonctionne. C'est pas comme l'alcool. Quand on boit de l'alcool, on le sait tous qu'on se prend pour Superman. On n'a plus la sensation de danger. On est sûr qu'on est capable de tout faire et qu'on fait tout bien en plus. C'est ça le truc. On se prend pour des dieux quand on prend de l'alcool. Avec le cannabis, c'est l'effet complètement inverse. On se sent comme une merde, surtout quand on est en danger, parce qu'on sait, on reste conscient de notre état, et on sait qu'on ne pourra pas agir. Et c'est pour ça, en réalité, que le cannabis est beaucoup moins accidentogène que l'alcool, simplement pour cette différence de comportement routier. Encore une fois, je le répète, ne conduisez pas avec un psychotrope dans la tête ou dans le sang. Mais c'est ça. L'autre chose, c'est que si l'alcool ne modifie pas vraiment, par contre, les fonctions motrices du corps, on sait qu'on titube, qu'on est moins précis, etc. Mais globalement, l'alcool touche beaucoup plus le comportement et le ressenti. Quand on mélange les deux, on se retrouve avec l'association des deux côtés négatifs des deux psychotropes. Et ça conduit forcément à la catastrophe. Parce qu'on n'a plus le cerveau, on se prend pour un Superman, mais à côté de ça, on n'a plus physiquement la capacité de faire quoi que ce soit de correct. Donc, ce combo alcool-cannabis est destructeur. Ça, c'est très clair. C'est très très clair dans toutes les stats. Par contre, le cannabis tout seul, là, c'est beaucoup plus discutable. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un taux précis et qu'on ne puisse sanctionner des gens qu'à partir du moment où ce taux puisse être déterminé par la loi et déterminé lors du contrôle. Je vous le répète, comme avec beaucoup de psychotropes, au bout d'un certain temps, on est clair. Et avec le cannabis, ça dure quelques heures, tout simplement. Au bout de 6 heures, 8 heures, si vous dormez, si vous mangez, le lendemain, vous êtes clair et vous êtes tout à fait en état de vivre une vie normale. Vous n'êtes pas défoncé. Donc, les tests sont beaucoup trop sensibles. Il faudrait arriver à calibrer des tests pour qu'ils soient aussi fiables que ceux de l'alcool, de façon à éviter de sanctionner des gens qui ne sont pas des dangers sur la route. Nous sommes un des pays les plus gros consommateurs de cannabis d'Europe. Donc, si les tests sont appliqués de manière aveugle et qu'on dit « il y a trace de cannabis, il y a perte de permis et vous allez en tôle », ça risque d'être très très compliqué. Parce qu'on va en mettre beaucoup, des gens en tôle. Donc la synergie entre l'alcool et le cannabis, c'est un vrai problème. Deuxième effet qui se coule du cannabis, quand vous commencez à fumer avant de boire, en fait, le cannabis limite la consommation d'alcool. Tout simplement. Puisque les deux se renforcent mutuellement, du coup, quand on est défoncé au cannabis, on va boire beaucoup moins d'alcool que normalement. Si vous faites l'inverse, alors là, c'est réglé, vous ne pourrez même pas conduire. Si vous consommez beaucoup d'alcool ou une quantité correcte d'alcool, je dirais apéro, vin à table, Dijon par exemple, sur un repas un peu arrosé, et que vous prenez un petit peu de cannabis derrière, quasiment systématiquement, vous allez être tellement malade que vous serez incapable de conduire. Donc, il parle aussi, bien évidemment, dans l'article des problèmes du dépistage, simplement des tests et du dépistage, et qu'il faut continuer à travailler et à fouiller le truc. Je sais, encore une fois, que beaucoup ont une vision extrêmement manichéenne des psychotropes et des stupéfiants. N'oubliez jamais que l'alcool est un psychotrope, c'est une drogue. Merci à vous qui en êtes
à ce point dans la vidéo et qui avez regardé jusqu'au bout, merci. Merci de vos commentaires pertinents dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. Je suis obligé de le répéter à chaque fois, je suis désolé. Je vous dis donc à une prochaine fois pour un autre sujet.